Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous rencontrer enfin après tous les échanges et toutes les correspondances que nous avons eues. Et puis, ravie que ce colloque puisse avoir lieu malgré le contexte et grâce aux outils numériques qui nous permettent de réfléchir à cette question qui est hélas une question vraiment d'actualité et qu'on explore ici avec une perspective et un recul historique qui sont vraiment passionnants. Alors, ce deuxième, enfin, cet atelier qui est plus axé sur le droit va nous permettre certainement de revoir un certain nombre des points que vous avez abordés sous l'angle des représentations populaires ou des représentations artistiques et du lien entre les deux, mais cette fois-ci avec un point de vue qui va être davantage celui des juristes et celui des historiennes du droit, puisque on a deux interventions qui sont prévues. L'une qui va être présentée par Julie Doyon et qui va porter sur le droit pénal du mariage dans l'ancien droit et au XIXe siècle, et l'autre qui va pas porter, donc qui va être présentée par Sophie Pereira et qui va porter sur les critiques féministes des jugements patriarcaux rendus à la fin du XIXe siècle. Donc, est-ce que la première intervenante, Julie Doyon, est ici? Elle est ici. Formidable. Bonjour Julie. Bonjour. Juste quelques mots pour vous présenter. Vous êtes entre la France et la Suisse, hein, entre la France et la Suisse, puisque vous avez un parcours d'historienne française, vous avez été agrégée et docteur en histoire à l'Université de Paris-Nord, Paris-Sorbonne. Et puis, après avoir consacré votre thèse de doctorat sur le crime de parricide au siècle des Lumières, vous êtes parti en Suisse à l'université de Fribourg où vous continuez à mener des recherches sur l'histoire du droit pénal et du droit de la famille. Et donc, vous avez proposé une intervention consacrée aux constructions juridiques relatives à l'uxoricide, c'est-à-dire au meurtre d'une femme par son époux et à l'évolution des incriminations pénales qui s'y attachent. Donc, je vous propose de vous donner la parole, de prendre la parole, et puis nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Je crois que le format, c'est 20 minutes. Ça va aller? Oui, oui, ça devrait aller. Peut-être que je déborderai d'une ou deux minutes, mais je pense que ce sera le maximum. Je voulais juste faire une précision relative au titre de mon intervention qui s'attache à la culture pénale en France, mais entre le XVIIIe et le premier XIXe siècle, hein, pour donner un cadre chronologique. J'en profite aussi pour remercier les organisateurs de ce colloque d'avoir accepté une communication un peu exotique par son cadre chronologique, justement parce qu'elle met en perspective ces notions complexes d'homicide conjugal, de féminicide, en utilisant ce qu'on peut en savoir à partir du XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui, au centre du débat public, la discussion sur la notion de féminicide a pris depuis les années 2010, on l'a vu ce matin avec l'introduction de Frédéric Chauveau, un volet coercitif et pénal, puisque un peu partout dans le monde, les États sont enjoints à créer des incriminations spécifiques afin de lutter et de réprimer contre les violences de genre, notamment, mais pas exclusivement, subies par les femmes dans le cadre domestique. Cette communication va s'attacher au traitement pénal de ce que j'appelle pour l'instant l'homicide conjugal, qui forme une variante du féminicide, quoique bien entendu il est pensé de manière radicalement différente, on le verra, dans la France du XVIIIe et du premier XIXe siècle. Alors en fait, il s'agit pour moi ici de comprendre quel cadre de référence les légistes, les juristes, les praticiens du droit pouvaient mobiliser pour ériger ou non l'homicide conjugal en infraction pénale à part entière. Les enjeux de nomination de ce crime qualifié par le lien conjugal sont en effet particulièrement complexes, jusqu'à nos jours d'ailleurs, mais notamment aussi durant la période que je considère ici. C'est en effet sous le nom d'uxoricide que l'homicide conjugal forme une catégorie à part entière dans l'ancien droit criminel, au XVIIIe siècle donc, catégorie qui disparaît à partir du Code pénal de 1791 et jusqu'à nos jours.
La périodisation que j'étudie se caractérise par de grands bouleversements et en particulier par le passage de ce qu'on appelle l'arbitraire judiciaire, c'est-à-dire le fait qu'il n'existe pas de code unique des lois pénales, à l'avènement du principe de l'égalité en un seul mot, qui consacre justement la définition des crimes et des peines dans un code, le code pénal de 1791 puis celui de 1810. Or, à mon avis, le refus d'ériger l'homicide conjugal en infraction pénale spécifique, à l'ère du code pénal qui vous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, prend sens dans la perspective d'un avant ONI, à savoir l'ancien régime judiciaire, et qui, a priori, fait figure de repoussoir absolu. Donc, je vais essayer d'articuler ces deux périodes pour donner sens à cela. Et selon mon hypothèse, c'est surtout au prisme du droit matrimonial, c'est-à-dire du droit du mariage, beaucoup plus qu'en fonction du droit des personnes ou du droit des femmes, que se construit la reconnaissance ou la méconnaissance juridique de l'homicide conjugal, à la fois sous le régime de l'arbitraire et également à l'ère du code pénal. L'étude en fait de l'impact du droit matrimonial dans la sphère pénale donne à voir les cadres de pensée qui permettaient ou non de faire de l'homicide conjugal beaucoup plus que de le considérer comme une violence de genre, d'en faire une incrimination à part entière entre 1700 et 1810. Alors pour commencer, je vais m'intéresser un petit peu aux batailles de domination qui existent autour du terme de féminicide pour comprendre comment je rattache ma communication à ce colloque, mais aussi comment je l'en distingue, puisque je ne crois pas que le terme de féminicide soit tout à fait adéquat pour les périodes que je vais étudier. Alors, j'adopterai une démarche régressive pour montrer les écarts en fait, qui séparent le féminicide, au sens actuel du terme, de l'homicide conjugal, qui en forme une des variables, mais dont l'approche, je l'ai déjà dit, est très différente dans la France des 18e et 19e siècles. Au sens large que lui confère le Robert, on en a parlé ce matin, depuis 2015, donc au sens large le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe, le féminicide fait depuis les années 2010 l'objet d'une vraie bataille de nomination qui articule en fait sa reconnaissance sociale, politique, à la création d'une infraction pénale spécifique, laquelle a d'ailleurs des significations plurielles, on les a vues ce matin, donc je ne reviens pas là-dessus, suivant les législations nationales ou les instances nationales, internationales qui s'en saisissent et qui incluent toute une série de violences de genre, dont, mais pas exclusivement, dont font partie les violences commises dans le cadre domestique. Le féminicide englobe donc, mais ne se limite pas aux violences létales dont les femmes sont les victimes dans le cadre conjugal. Or, avant d'intéresser plus spécifiquement le domaine pénal, les enjeux de nomination soulevés par le féminicide ont aussi été débattus dans le champ des recherches en sciences sociales, dans les sciences humaines et sociales, comme l'a aussi évoqué ce matin Frédéric Chauveau. C'est à partir des années 1970 et dans le sillage des luttes des féministes nord-américaines que le féminicide est théorisé. Et c'est la sociologue Diana Russell qui en a formalisé le caractère systémique en le définissant comme des formes de violence faites aux femmes parce qu'elles sont femmes. Et elle a donné au concept de féminicide, puis de fémicide dans les années 1990, une dimension extensive dans la nébuleuse desquelles on retrouve ce qu'on appelle, depuis la définition de l'ONU, le féminicide ou le fémicide intime, comme violence de genre dont les liens conjugaux et familiaux sont la scène privilégiée. Alors, c'est à peu près durant la même période, 1990-2000, que ce fémicide intime a fait aussi l'objet de travaux scientifiques qui cherchaient à caractériser, mais aussi à nommer ces violences faites aux femmes sans forcément recourir à ce vocabulaire-là. Je vais juste prendre l'exemple de l'ère nord-américaine pour vous donner justement une idée de ce qui se joue ici. Au Canada, en particulier, des études criminologiques et des enquêtes de victimation ont montré que l'homicide conjugal était le plus souvent le fait d'un homme sur sa compagne, épouse, partenaire ou ex-partenaire, dans le cadre le plus souvent d'une séparation qui intervenait dans le continuum d'une relation ponctuée de violences physiques, psychiques ou sexuelles. Cette modalité de l'homicide conjugal visant les femmes est alors qualifiée par certaines chercheurs ou chercheuses d'uxoricide, avec le sens d'homicide d'une conjointe, ex-conjointe, partenaire, épouse. Alors, cette définition de l'uxoricide, elle a, dans leurs travaux, le double caractère de crime de genre, de crime possessionnel qui l'associe au féminicide au sens actuel du terme.
Néanmoins, il est frappant d'observer combien ces travaux ont repris à leur compte, quoiqu'en l'adaptant à leur thématique de recherche, l'ancienne notion d'uxoricide. Celle-ci, initialement, a un sens beaucoup plus restreint, puisqu'elle est issue du subjonctif latin uxor, épouse, et du verbe cedere, tuer. Il s'agit donc de tuer sa femme ou son épouse. Or, au XIXe siècle, cette dénomination se rencontre dans les dictionnaires de langue, ainsi que dans les études d'anthropologie criminelle, où elle a justement le sens exclusif que lui confère depuis le Moyen-Âge le droit canonique, à savoir celui de meurtre de l'épouse. L'uxoricide n'est alors pas une qualification pénale, mais en revanche, c'est un objet des savoirs anthropologiques, criminologiques, voire cliniques qui se développent alors. Mais j'insiste là-dessus, il désigne l'homicide d'une femme mariée, c'est-à-dire dans le cadre matrimonial, excluant a priori toute autre forme de conjugalité. Ce qui m'intéresse à partir de ces restrictions, de ces évolutions, c'est justement d'essayer de cerner comment ce crime, qui existe déjà, a pu être à la fois incriminé et puni sous le régime de l'arbitraire, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Ce sera mon second point. Alors, il convient de préciser ici comment l'historien peut saisir l'uxoricide selon la science de la qualification pénale au XVIIIe siècle. Je le rappelle, sous le régime de l'arbitraire, c'est-à-dire en l'absence de code de loi pénale, il faut en fait se référer à des traités criminels qui cherchent alors à définir, hiérarchiser, ordonner l'échelle des crimes et des peines. Bien entendu, ces traités criminels ont des opinions qui varient de l'un à l'autre, mais cela dit, la doctrine pénale offre alors le cadre d'une légalité coutumière, comme l'a appelé l'historien du droit André Lingui, qui encadre souplement la jurisprudence des tribunaux. Outre cette doctrine pénale à laquelle je me référerai, bien entendu, les conceptions de l'homicide conjugal que je présente ici se déduisent des pratiques judiciaires, c'est-à-dire des procès criminels, en l'occurrence, ceux qui sont instruits et jugés au Parlement de Paris et qui forment au XVIIIe siècle la première cour souveraine du royaume et la véritable vitrine de la justice du roi. Donc, que dit-on de l'uxoricide dans la doctrine pénale laïque? Je précise, il y a une littérature très importante dans la casuistique canonique, mais je ne m'y intéresserai pas. Ici, ce qui est intéressant, c'est que cet uxoricide est absent, en fait, non seulement de la langue du champ lexicographique, des dictionnaires jusqu'au 1er XVIIIe siècle, mais aussi de la doctrine pénale laïque. Alors, on peut trouver ça étrange, mais en réalité, c'est à partir de 1750 que la résurgence du terme intervient dans la doctrine pénale française, qui va d'ailleurs lui donner une extension tout à fait significative. Je cite, « L'uxoricide désigne aussi le meurtre commis par la femme envers le mari, alors qu'il s'agissait du nom donné dans le droit canonique au meurtre commis par le mari envers sa femme. » Cette interprétation, qui est reconnue dans la plupart des traités de l'époque, atteste l'extension de la qualification pénale aux deux époux, aux époux des deux sexes, mais aussi sa restriction aux crimes commis entre conjoints mariés. C'était déjà le cas, de la limiter au mariage. C'est-à-dire que l'uxoricide de l'époque est synonyme d'homicide matrimonial et qu'il va être élaboré dans le champ du droit matrimonial, beaucoup plus qu'en fonction du droit des personnes qui composent le mariage. C'est donc dans le prolongement des normes civiles et canoniques du mariage que la doctrine pénale appréhende ce crime au XVIIIe siècle. Et je voudrais juste rappeler ici que ces normes civiles et canoniques du mariage ont été réélaborées dans le contexte des réformes religieuses du XVIe siècle, mais aussi dans un contexte de concurrence entre l'Église et l'État pour le contrôle des mariages. Je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails, mais disons qu'au terme de ces évolutions, au XVIIIe siècle, le mariage est assimilé par les juristes laïcs à un sacrement catholique, bien entendu, mais aussi à un contrat civil, un contrat d'une nature particulière, puisqu'il est perpétuel et soumis à l'indissolubilité de l'union matrimoniale. Or, c'est à partir de ces définitions qu'est repensé et redéfini ici l'uxoricide. Le mariage forme un tout par principe, selon la doctrine chrétienne de l'unio carnis, c'est-à-dire de l'union charnelle des époux, ce qui interdit en fait de le penser de manière scindée. Et bien exactement de la même manière, dans la doctrine pénale, va primer une lecture indivise du crime contre l'union matrimoniale. Je cite, « Dissoudre telle compagnie », on ne parle pas de tuer un conjoint ou l'autre, mais de dissoudre une compagnie charnelle par un meurtre inhumain s'oppose à la loi du mariage. En fait, la conception
aux listes du mariage détermine ici une lecture unitaire du crime conjugal qui empêche d'en graduer la gravité suivant le statut sexué des conjoints. De la même manière, si la femme est subordonnée à son mari auquel elle doit respect et obéissance dans le cadre du mariage d'Ancien Régime, celui-ci a aussi des droits envers elle en vertu de la réciprocité qu'introduit le contrat matrimonial. Et la nature contractuelle du lien matrimonial fait qu'en réalité, on ne peut envisager l'atrocité du crime d'un côté plus que d'un autre. Ce qui fait qu'un criminaliste estime que celui qui tue sa femme, comme aussi réciproquement celle qui tue son mari, commettent un crime aussi atroce l'un que l'autre. Cette conception témoigne de l'impact des normes civiles et religieuses du mariage dans les matières criminelles, mais elle montre aussi que le crime est consacré et jugé atroce, indépendamment du statut d'infériorité ou de supériorité, ou du genre de l'époux ou de l'épouse. Ici, le lien prime sur le genre et c'est plus la protection du mariage qui est visée que celle des personnes qui le composent. Alors, que se passe-t-il maintenant dans la jurisprudence des tribunaux ? Eh bien, on se rend compte que cette jurisprudence des tribunaux suit peu ou prou la doctrine. D'abord, il s'agit d'un crime rare. On trouve la trace de 182 accusés d'homicide conjugal, ce qui, par rapport à la criminalité totale qui est jugée dans le Parlement de Paris, est extrêmement rare. Par ailleurs, la nature atroce de l'homicide conjugal se signale par le fait que les faits, justement, qui sont incriminés relèvent le plus souvent de l'intention coupable et des crimes les plus graves, à savoir l'assassinat et l'empoisonnement, qui représentent respectivement 45% et 23% des cas jugés. De même, comme le prescrit la doctrine au XVIIIe siècle, cet homicide conjugal réprimé a des caractéristiques d'hétérosexuation, si j'ose dire, puisqu'on y trouve des conjoints mariés des deux sexes, tant du côté des accusés que du côté des victimes, et ce, à quasi-parité, avec une quasi-parité. Du côté de la rigueur des peines, dont l'historiographie de la justice a longtemps dit que les peines les plus dures frappaient les épouses par rapport aux époux, en réalité, les archives de la répression démentent cette optique victimaire, puisque la rigueur des peines n'est pas spécialement concentrée sur les femmes. Près de 2/3 des homicides conjugaux condamnés à mort sont des hommes, contre moins de la moitié des femmes. Alors, à l'intérieur de ce cadre générique, toutefois, on a une dimension genrée qui apparaît suivant le type d'homicide conjugal qui est considéré. Donc, on a un cadre générique qui est celui d'un crime contre le mariage, à l'intérieur duquel l'empoisonnement conjugal est dans la majorité des cas imputé à des femmes qui trahissent la foi conjugale en utilisant le poison, c'est-à-dire l'arme du sexe dit faible, qui ne peut pas utiliser de la violence physique, pour agir par ruse et trahison et dissoudre le lien qui doit la lier à son mari. D'autre part, le stéréotype sexuel n'est pas unique, il se dédouble du côté des hommes, où au contraire, les simples meurtres conjugaux sont le fait d'hommes qui molestent leur épouse jusqu'à la mort. Et là, on a plutôt au contraire le profil de l'homme, de la virilité excessive et de l'excès du droit de correction qui, à la différence de ce qui sera au XIXe siècle, est ici réprimé par la justice pénale. Donc, on est dans le cadre de la nécessaire modération du droit de correction maritale, de même que les hommes qui utilisent l'argument de l'adultère pour voir excuser leur homicide ne sont plus ni pardonnés, ni excusés de leur crime, mais au contraire punis au XVIIIe siècle. L'uxoricide générique crée donc le cadre de la construction d'un double standard de comportement criminel, contrevenant à la loi ou aux lois civiles et religieuses du mariage, en introduisant une dimension genrée dans le cas de l'homicide du mari furieux, si j'ose dire, ainsi que celui qui en est le pendant ou qui en est le miroir, celui de la cruelle empoisonneuse trahissant la foi conjugale. Reste que sous l'Ancien Régime, la doctrine et la pratique des tribunaux pensent l'uxoricide générique dans le prolongement des normes civiles et religieuses du mariage, et que la politique criminelle du Parlement de Paris, comme la doctrine dont elle s'inspire, envisage les époux criminels comme les parties d'un même tout et s'attache à qualifier l'homicide en vertu de sa nature matrimoniale beaucoup plus
qu'en vertu du droit des personnes qu'il s'agirait de défendre. Le paradoxe, c'est qu'à l'intérieur de cette conception, cette conception offre aussi le cadre d'une protection juridique aux femmes mariées, je précise, protection juridique qui n'apparaît plus et qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans la justice du XIXe siècle, comme l'a montré Victoria Vanneau. Donc c'est à l'intérieur de ce cadre que sont forgés des espèces d'homicides conjugaux modulés suivant le statut sexué des conjoints qui bafouent les règles du mariage. Alors, que se passe-t-il au XIXe siècle et en particulier au premier XIXe siècle? Ici, j'aborderai à la fois la législation pénale de 1791 puis celle de 1810. Comme l'incrimination du uxoricide en témoigne, le mariage constituait sous l'Ancien Régime un domaine spécifique de l'action pénale publique. Or, cette reconnaissance du lien matrimonial dans la sphère pénale d'Ancien Régime, elle va disparaître et donner lieu à son évacuation quasi totale, il faut évidemment nuancer, dans le Code pénal de la Révolution. En effet, selon l'ordre juridique que les révolutionnaires appellent de leur vœu, la loi pénale doit garantir l'égalité des naturels des individus, ce qui interdit d'en penser la modulation suivant la qualité ou l'état des personnes, mais aussi suivant leur appartenance, naissance, ordre, paroisse, métier, lien matrimonial ou familial, selon les cadres de référence qui étaient ceux de la société d'Ancien Régime. Donc, ce principe d'universalité n'est évidemment pas sans exception. Par exemple, le crime de parricide va être maintenu, mais toute une série d'incriminations qualifiées par leur nature familiale ou matrimoniale va disparaître. C'est le cas, par exemple, de l'adultère, de l'inceste, du concubinage, de l'infanticide, et c'est aussi le cas de l'uxoricide. S'ajoute à cela un principe de sécularisation qui fait qu'on va bannir de la loi pénale séculière un certain nombre d'atteintes au cadre du mariage et qui étaient associées dans l'Ancien Régime à la dimension du sacrement, de la faute morale et du péché. Ça intervient également dans le cas de l'uxoricide tel qu'il était défini. Alors, en 1810, j'avance un peu vite, ces dispositions ne sont que partiellement reconduites en raison de la restauration de la puissance paternelle et maritale dans le Code civil, qui constitue le socle de l'ordre public napoléonien. Les atteintes à l'ordre du mariage et la famille, en tout cas un grand nombre d'entre elles, vont réintégrer le Code pénal de 1810, comme l'adultère, l'infanticide, la bigamie, etc. Et, comme cela a déjà été dit tout à l'heure, l'excuse de l'homicide du mari surprenant sa femme en flagrant délit d'adultère ou d'homicide conjugal, c'est-à-dire un objet à la fois du droit romain et canonique, réapparaît et réinscrit dans l'article 324 du Code pénal. Malgré d'apparentes continuités avec l'ancienne jurisprudence, en fait, l'uxoricide n'est pas réintégré. Et ce, malgré un avant-projet de code criminel qui, en 1801, préconisait d'introduire l'incrimination de conjugicide. Conjugicide, j'ai vu les deux formules, donc je ne sais pas laquelle employer. Alors en fait, on comprend les difficultés du législateur puisque le néologisme conjugicide ou conjugicide est lourd d'ambiguïté quant à l'interprétation de la nature du lien conjugal qu'il vise. Par son caractère labile, l'allusion au lien conjugal qu'induit le conjugicide menace de brouiller les frontières entre mariage et concubinage, ou bien entre époux, toujours conjoint, et époux divorcé, ex-conjoint. Comme l'a bien montré Victoria Vanneau dans son travail sur la paix des ménages, en fait, la reconnaissance juridique des violences conjugales s'est longtemps heurtée à cet angle mort de la loi pénale au XIXe siècle. Les violences non létales relèvent de la justice civile, puisqu'elles formaient un motif de divorce. Dans le cas de l'homicide qui relève de la sphère pénale au XIXe siècle, le lien conjugal ou marital ne constituait pas une circonstance aggravante à proprement parler, en tout cas dans la première moitié du XIXe siècle. Seule la gravité des faits, manifestant la volonté coupable, a permis d'aggraver la sanction pénale des époux homicides, notamment à partir du second XIXe siècle. J'en viens à ma conclusion. Donc c'est quasiment fini, ne vous inquiétez pas du temps que j'ai un petit peu débordé, j'en suis désolée. Alors on le voit, le droit et la jurisprudence criminelle du XVIIIe siècle ont érigé l'uxoricide en crime spécifique. Si à travers ces variantes empoisonnement, fureur maritale, il a une dimension genrée, il ne s'agit pas d'un crime de genre à proprement parler, mais d'un crime contre le mariage comme sacrement et contrat civil. C'est cette dimension pénale en fait des normes matrimoniales que je voulais montrer et qui, à mon avis, explique en partie la suppression de l'homicide conjugal à l'ère du Code pénal.
Sous la Révolution et sous l'Empire, le principe de sécularisation, mais aussi l'universalité de la loi pénale, empêche de conserver cette incrimination, ce qui témoigne aussi de l'impuissance du pénal à ériger le crime dans le couple ou dans la famille comme un domaine spécifique des politiques criminelles publiques. Sinon, et ce un peu plus tard, par le biais des circonstances aggravantes. Il est intéressant de constater qu'en 2016 et plus récemment en 2020, le législateur s'est opposé à l'introduction du féminicide dans le code pénal selon un principe, le même principe d'universalité, qui avait également conduit, mais cette fois à une suppression, celle des crimes d'infanticide et de parricide dans le code pénal réformé de 1994. Je voudrais aussi indiquer, pour voir que cette thématique dépasse le cadre des femmes, du mariage et de la famille, que cette résistance a aussi été débattue quand il s'agit d'introduire l'incrimination d'inceste dans le code pénal en 2011, qui a finalement été introduit en 2016, mais comme une surqualification pénale des violences et agressions sexuelles commises sur les enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie Doyon, de nous avoir comme ça promené sur 3 siècles, voire 4 siècles, si on compte le 21e siècle, en si peu de temps. C'était vraiment très intéressant, et notamment cette insistance sur la protection de l'institution matrimoniale davantage que la protection des personnes. On trouve exactement la même tendance dans l'ancien droit sur ce que l'on appelle désormais les violences sexuelles, le rapt ou viol étant considéré comme un crime contre l'honneur du clan, l'honneur de la famille, davantage qu'un crime contre l'intégrité sexuelle. Bon, j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions, j'en aurai quelques-unes aussi, mais je vous propose qu'on les garde pour après. Alors, je crois qu'il y a des questions dans le Framapad. La première est pour Julie. On vous demande si l'on peut dire aussi que le meurtre conjugal féminin, c'est-à-dire le meurtre commis par la femme sur son époux, relève, à l'époque où vous l'avez étudié, de la légitime défense dans la plupart des cas. Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que les femmes bénéficiaient de cette légitime défense? Est-ce qu'elle leur était... et c'était un motif d'exonération pénale? Alors, cette question de la légitime défense, évidemment, on la trouve dans toute la casuistique juridique de l'ancien droit, elle est très importante. Cela dit, elle n'est pas fondamentale dans le cas de l'homicide conjugal, tel que j'ai pu la rencontrer dans la pratique judiciaire. En réalité, le meurtre d'un homme en cas de légitime défense est pas forcément accepté dans le cadre conjugal, justement, je pense pour des raisons de protection de l'institution, comme vous l'avez dit, mais par contre, une vierge qui se défendrait d'un agresseur qui en veut à sa virginité et qui aurait tué son agresseur est considérée comme ayant justement exercé le droit à la légitime défense de son honneur, qui est considéré comme un capital aussi précieux que la vie. Donc on le retrouve plutôt dans ce cas-là. En revanche, dans le droit matrimonial à proprement parler et dans sa dimension pénale, une femme est quand même censée accepter la correction de son mari sans y répondre. Donc cette légitime défense-là n'est pas tellement prise en compte, et dans les cas que j'ai étudiés, je ne l'ai pas rencontré. La doctrine pénale n'en fait pas non plus tellement état. Donc voilà, je ne la trouve pas. C'est rarissime, je pense, ça doit pouvoir exister, mais pas dans les cas que j'ai trouvés. Et une question personnelle en lien avec celle qui vous a été posée, mais là qui est de moi. Je me demandais, vous aviez insisté sur le fait que la rigueur des peines n'était pas concentrée sur les femmes au XVIIIe siècle, mais qu'il y avait une dimension genrée qui réapparaissait dans la façon dont les meurtres sont commis, un meurtre violent par l'époux, un meurtre par poison, par empoisonnement pour l'épouse. Est-ce que, quand par hypothèse, le conjoint meurtrier s'affranchissait de ces modes stéréotypés de meurtre, c'est-à-dire imaginons l'hypothèse d'une femme qui aurait tué son mari par un acte violent, ou à l'inverse un homme qui aurait tué son épouse
en l'empoisonnant. Est-ce que le fait de s'écarter de ces représentations stéréotypées de type de meurtre qui conviendrait en fonction d'un genre aboutit à un accroissement, un alourdissement de la peine? Alors, il y a deux choses dans votre question. En réalité, ces stéréotypes, ils sont construits par l'institution répressive, ce qui fait que peut-être que les comportements ne sont pas exactement ceux-là, mais ils sont intégrés par un certain nombre de normes juridiques qui traduisent ainsi la scène sociale du crime en la rendant intelligible et du coup punissable ainsi. Ce qui fait que l'empoisonneuse est forcément une criminelle froide, préméditée, etc., qui a souvent un amant, etc. Cela dit, pour répondre à votre question, il y a deux choses. L'ordre pénal est assez intéressant, il est lui aussi sexué, mais pas forcément dans un sens défavorable aux femmes, puisque les femmes ne peuvent pas encourir un certain nombre de peines qui sont considérées comme beaucoup plus douloureuses, mais aussi indécentes par égard au sexe faible. Par exemple, on roue les hommes en cas de vraiment d'homicide conjugal particulièrement grave. La roue est exonérée aux femmes par souci de décence, elles ne sont que, vous mettez tous les guillemets que vous voulez, pendues. Donc, il y a toujours cette dimension de la prise en compte, mais en fait de la prise en compte d'une infériorité, et que du coup aussi, on s'arrange pour protéger ou pour épargner. Pour ce qui est des comportements qui s'écartent justement de la norme attendue, on a effectivement des femmes qui pourraient apparaître dans le vocabulaire stéréotypé comme des viragos, par exemple, c'est-à-dire qui battent et qui excèdent de coups leur mari. Mais dans ces cas-là, elles sont plus lourdement punies, effectivement, que celles qui se sont laissées molester en portant une plainte pénale pour obtenir la séparation de corps. À l'inverse, un mari empoisonneur est, en général, il y en a moins, et surtout, il est un peu moins atrocement puni que l'épouse. J'avais fait une comparaison, c'est-à-dire qu'il encourt la mort, mais pas une mort aussi rigoureuse. Il y a par exemple plus de femmes condamnées au bûcher vif que d'hommes pour empoisonnement aussi. Donc il y a vraiment là un stéréotype très lourd qui aggrave le sort de la femme, même si le nombre de cas est moins important, que à l'inverse, quand ça, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, que quand ça intéresse au contraire un homme empoisonneur. Voilà. Il y a vraiment des catégories qui sont constituées, desquelles il est difficile de s'échapper, et quand on en échappe, on peut être plus ou moins lourdement puni, c'est variable. Alors, pour Julie, vous avez deux questions dans le Framapad, peut-être des réponses brèves. Avez-vous des données sur le nombre de féminicides en dehors du ressort de Paris? Il y en a 180 dans le ressort de Paris, mais sur l'ensemble de la France, est-ce que vous avez une idée de grandeur? 180 qui ne sont pas des féminicides, puisque, comme je l'ai dit, d'abord, la notion, à mon avis, n'est pas très opératoire, et puisqu'il ne s'agit que des crimes conjugaux matrimoniaux, et que ça inclut aussi des hommes victimes. Donc, ça ne marche pas, en l'occurrence. Non, les données, on peut les trouver quand on lit la littérature consacrée au Parlement de Bourgogne, au Parlement. Il faut recouper tout ça. C'est assez difficile à l'ère pré-statistique, puisqu'il n'y a pas de comptes généraux de l'administration de la justice criminelle au XVIIIe siècle. Donc, il faut aller dans les archives, et c'est très difficile d'avoir un compte global. Ce que je peux juste donner comme indication pour Paris, c'est quand même les 2/3 nord du royaume, donc c'est déjà pas mal. Ça représente, je ne parle pas du féminicide, mais de l'uxoricide, pardon, 0,5% de la criminalité jugée en appel, ce qui signifie qu'il y a tout ce qu'on ne voit pas en dessous, du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Voilà. Okay. Et l'autre question, dans le cadre d'une séparation légale, qui soit une séparation de corps ou un divorce, impliquant des violences conjugales, est-ce que vous avez pu quantifier la présence de condamnation des auteurs de ces violences au cours du second 19e? Parce que dit la personne, dans ses recherches, elle n'a pas pu identifier de traitement particulier. Second 19e, je n'ai pas de dossier judiciaire, c'est pour ça que mon topo a porté surtout sur les orientations légales, répressives, mais pas sur la pratique judiciaire. Il faudrait voir le travail de Victoria Vano si elle comptabilise ça. Évidemment, la question, c'est de les trouver dans les tribunaux criminels, puisqu'en principe, ça ne relève que de la justice civile. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut se tourner. Et il y a peut-être l'administration des comptes de la justice civile qui existe, dans lesquels on peut trouver ce type d'indication.